Et Camille Eamon de l'Université de Calgary. Camille est étudiante à la maîtrise en études de kinésiologie à l'Université de Calgary sous la supervision de Tyler Clough et Dr. Sean Dukala. Elle a complété son baccalauréat en kinésiologie en 2023, où elle a écrit sa thèse sur le sujet de l'apprentissage moteur après un accident vasculaire cérébral, un AVC. Aujourd'hui, elle est passionnée par les stratégies pour individualiser la neuroréhabilitation pour les survivants d'un AVC et comment améliorer la récupération après un AVC. Le titre de sa thèse est Profilage des déficiences d'apprentissage moteur à partir des feedbacks visuels et proprioceptifs pendant la phase subaiguë de la récupération d'un accident vasculaire cérébral, de l'évaluation assistée par la robotique à la personnalisation de la réhabilitation. Camille, à toi la parole. Dans cette salle, j'imagine que la majorité d'entre nous connaissent quelqu'un qui a déjà eu un accident vasculaire cérébral ou un AVC. Deux de mes grands-parents ont eu un et on estime qu'un AVC se produit chaque 5 minutes au Canada. Dans le monde, plus de 101 millions de personnes vivent avec les conséquences d'un AVC, comme des déficiences motrices des membres supérieurs. Une action comme boutonner une chemise ou soulever une tasse peut être presque impossible pour quelqu'un qui a survécu à un AVC. Et si moi, je ne pouvais pas lever ma tasse de café à ma bouche chaque matin, je serais très grand-chose. Mais la réhabilitation nous donne une opportunité à traiter les déficiences motrices des membres supérieurs. En général, les thérapeutes supposent que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs en répétant un mouvement, ce que l'on appelle l'apprentissage moteur. Donc, quand on essaie de boutonner une chemise, on utilise les retours de nos yeux et de nos membres supérieurs, ce que l'on appelle la proprioception, pour savoir comment adapter son mouvement. Donc, les thérapeutes utilisent très souvent des retours visuels. Par exemple, ils utilisent des miroirs et de la proprioception. Par exemple, ils peuvent guider la main d'un patient à un objet. Malheureusement, on sait maintenant que beaucoup de survivants d'un AVC ont des déficiences d'apprentissage moteur, ce qui leur pose des problèmes pour apprendre à rebouger normalement. Mais les thérapeutes n'ont aucune évaluation détaillée pour mesurer ces déficiences. Donc, ils doivent souvent essayer beaucoup d'approches et de stratégies avant de trouver une approche qui marche pour chaque personne. Et c'est un processus qui est souvent très lent et frustrant pour les thérapeutes et les survivants d'un AVC. Donc, notre approche est de créer des évaluations très précises et détaillées de l'apprentissage moteur en utilisant un robot que vous voyez là. On veut être capable de savoir si quelqu'un a une déficience d'apprendre des retours visuels, de la proprioception, des deux ou ni l'un ni l'autre. Avec ces évaluations, il serait possible de catégoriser et profiler les déficiences d'apprentissage moteur uniques de chaque individu. Il est alors possible d'approcher un thérapeute et lui dire que leur patient peut apprendre des retours visuels, par exemple, mais pas de la proprioception. Grâce à cela, le thérapeute pourra utiliser des stratégies adaptées à chaque personne dès le début de leur réhabilitation. Et à long terme, peut-être la personnalisation de la réhabilitation pourrait améliorer la récupération après un AVC pour tous. Et j'espère qu'ils pourront tous boire leur café sans problème. Merci. Merci beaucoup, Camille. J'inviterai maintenant Patrick à venir nous rejoindre. Patrick est un étudiant à la maîtrise qui poursuit ses études à l'Université de Calgary. Il a complété son baccalauréat en kinésiologie en 2022, dont le projet portait sur l'accélération des joueurs de hockey et l'intensité de travail pendant les matchs. Aujourd'hui, il est intéressé par les bénéfices que l'exercice peut apporter au système musculaire et osseux, surtout pour des groupes démographiques qui ont été omis dans des études jusqu'à présent. L'effet d'un programme d'entraînement, le titre de sa thèse est L'effet d'un programme d'entraînement intensif en force et en impact sur 9 mois sur la masse musculaire et la force chez les femmes en période périménopausique et monopause précoce. J'adore ma mère. Quand j'étais un enfant, je croyais qu'elle était la personne la plus forte au monde. Et quand j'avais 15 ans, elle pouvait encore me battre un bras de fer.
Mais maintenant, j'ai 24 ans et ce dernier Noël, elle comptait sur moi pour soulever ses lourdes boîtes de décoration. Cela m'a dérangé car on aurait dit qu'elle a perdu un peu d'indépendance. Vous voyez, ma mère est atteinte de ménopause précoce et lorsqu'une femme commence la période de transition ménopausique, elle expérimente une diminution du niveau d'estrogène. Cette diminution d'estrogène est largement considérée comme responsable d'une diminution significative de la masse musculaire et de la force en raison de son rôle protecteur contre la perte de masse musculaire, ainsi que sa capacité à favoriser la croissance musculaire. Une diminution de la masse musculaire peut affecter une personne considérablement et, et peut affecter la capacité d'une personne à effectuer des tâches quotidiennes comme se lever d'une chaise, marcher ou soulever des objets lourds. Alors, comment puis-je aider ma mère et celle des autres à maintenir leur masse musculaire pendant la période de transition ménopausique? Alors, une étude indique que s'entraîner régulièrement pendant 12 mois consécutifs pourrait s'avérer une manière efficace de lutter contre la perte de masse musculaire chez les femmes ménopausées précoces. Et c'est un bon début, mais il est important de noter que la plupart des essais cliniques actuels excluent les femmes traversant les premiers stades de la ménopause, notamment la préménopause précoce et tardive. Ma recherche inclut à la fois des femmes en périménopause et ménopause précoce, car je crois qu'une intervention proactive pendant ces stades peut prévenir la perte de masse musculaire vécue tout au long de la période de transition ménopausique. Ma recherche utilisera un programme d'exercice d'entraînement en force et d'impact de haute intensité sur une durée de 9 mois et étudiera ses effets sur la masse musculaire et sa force durant la périménopause et ménopause précoce. Nous avons récemment recruté 40 femmes en périménopause et ménopause précoce pour participer à notre étude. Elles ont été réparties de façon aléatoire dans notre programme d'intervention ou notre groupe d'intervention ou notre groupe témoin. Notre groupe d'intervention vont participer à 2 sessions supervisées par semaine et ça diffusera en 3 phases. Le premier mois sera la phase de fondation où les participants apprendront les techniques des exercices. Les 2 mois suivants sera la phase de construction où nous allons introduire du poids au mouvement précédemment appris. Et les derniers 6 mois sera la phase de force où les participants s'entraîneront entre 80 et 90% de leur maximum de répétition. À la fin du programme, nous nous attendons à voir des améliorations ou au moins le maintien de la masse musculaire et de la force dans notre groupe d'intervention, ainsi qu'une légère diminution de notre groupe de témoins. Si nous réussissons, nous prévoyons... j'ai plus de temps. Oh ouais. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Donc, merci à nos 2 candidats à la maîtrise et bonne chance. Pour connaître le ou la gagnante de la catégorie prix-maîtrise, il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, nous allons maintenant passer à la catégorie doctorat. Je rappelle que les 2 candidates vont pouvoir participer à la finale nationale qui se déroulera le 15 mai 2024 dans le cadre du 91e congrès de l'ACFAS en collaboration avec l'Université d'Ottawa. Sarah Aufrère est doctorante en volcanologie à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique et elle est passionnée par les volcans. Sous la supervision du Dr. Glyn William Jones, elle cherche à apprendre à mieux connaître un de nos volcans canadiens, le mont Meager. Ses travaux, soutenus par sa volonté de protéger nos communautés, mettent en lumière l'importance de nous préparer à une potentielle future éruption. Le titre de sa thèse est Les olivines, des capsules temporelles nous renseignant sur l'histoire pré-éruptive des basaltes du complexe volcanique du mont Meager en Colombie-Britannique au Canada. Sarah, à toi la parole après le gong. Saviez-vous qu'un volcan se trouve juste au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique? Ce volcan, le mont Meager, a connu il y a 2400 ans une éruption aussi dévastatrice que celle du mont Sainte-Hélène en 1980. Le problème, c'est que de mémoire d'homme, personne n'a vécu de tel événement au Canada. Il est donc difficile de se préparer à une éventuelle future éruption. En cas de menace imminente, il devient vital d'organiser les évacuations, les transports, les mesures de sécurité. Mais de combien de temps disposerions-nous pour nous préparer et protéger les populations? Puisque la dernière éruption du mont Meager est survenue il y a si longtemps, nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé entre les signes précurseurs, tels que les tremblements de terre, et l'éruption. Il pourrait s'agir de jours, de mois, d'années, de décennies.
Et au Canada, nous commençons tout juste à surveiller nos volcans pour détecter ces signes précurseurs. Mais lorsque nous les détecterons, combien de temps nous restera-t-il avant que le Mont Lugaur entre en éruption? Ma recherche montre que nous ne disposerions que d'1 à 3 mois pour nous préparer. C'est très très peu, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire et d'à quel point nous ne sommes pas prêts. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment j'ai découvert cette période critique. Telle une détective sur une scène de crime à la recherche d'indices, j'ai minutieusement étudié une ancienne coulée de lave du Mont Lugaur. J'ai alors découvert de minuscules cristaux d'à peine 1/2 mm de long, appelés olivines. En les analysant sous les lentilles d'un puissant microscope, j'ai alors découvert leur fascinant voyage dans les entrailles du volcan. Appelons l'une de ces petites olivines Olivia. Olivia et sa famille commencèrent leur périple 6 km sous terre, avec un objectif, remonter à la surface. Alors qu'ils se laissaient porter par les courants brûlants, des tremblements de terre se déclenchèrent. Avec le temps, Olivia grandissait, et comme les cercles de croissance des arbres, elle se couvrit d'une nouvelle couche. Olivia ne pouvait grandir que s'il faisait suffisamment chaud. Mais lorsque le volcan entra en éruption et Olivia arriva enfin à la surface, il faisait froid dehors. Dès lors, elle ne pouvait plus grandir. Des milliers d'années plus tard, je la trouvais, figée dans le temps. En analysant minutieusement ces dernières couches, j'ai alors découvert que ce périple n'avait duré que d'1 à 3 mois. Ceci est notre période critique, le laps de temps entre la détection des signes précurseurs et l'éruption elle-même. Imaginez l'impact d'une éruption volcanique qui nous prendrait par surprise. Des vies et des infrastructures en danger, le chaos au sein des communautés. Ne laissons pas cela se produire. N'attendons pas de détecter des signes précurseurs pour commencer à organiser les évacuations, les transports, les mesures de sécurité. Nous n'aurions simplement pas assez de temps. Mais maintenant que nous savons que le temps presse, préparons-nous au mieux pour faire face aux futures éruptions du Mont Lugaur. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Ce sera maintenant notre dernière candidate et deuxième candidate au doctorat qui va venir présenter Astou Chiam, qui est doctorante en sciences de la réhabilitation à la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique. Immigrante elle-même, elle évalue les facteurs qui poussent les Africains noirs à immigrer dans la région du Grand Vancouver et explore leur expérience d'hospitalité. Par ailleurs, elle a été acceptée dans le Grad Fellows Program 2023-2024 du Centre d'études sur les migrations de UBC. Le titre de sa thèse, Les expériences des immigrants africains dans le Grand Vancouver sous l'angle de l'hospitalité. À toi, Astou, après le gong. Chers nouveaux arrivants, apprenons à mieux nous connaître. 98% de l'augmentation de la population canadienne est liée à l'immigration. La migration mondiale est la cause et aussi le résultat de changements sociaux, que ce soit dans le pays d'origine et dans le pays de destination. Dans le pays d'origine, nous observons en général 3 types de facteurs de migration. Nous avons les facteurs macro ou à grande échelle, comme les changements climatiques ou, dans mon cas, les conditions d'études universitaires au Sénégal m'ont poussé à aller en France. Deuxièmement, nous avons les facteurs méso ou à échelle intermédiaire, comme dans mon cas, une délégation canadienne de recrutement m'a incité à migrer de la France au Canada. Et finalement, nous avons des facteurs micro, donc à petite échelle, comme le genre. Par contre, dans le pays de destination, les changements sociaux peuvent entraîner une augmentation des inégalités et une différence dans la relation hôte-invité. Ceci est le concept d'hospitalité. L'hôte étant le pays accueillant et l'invité étant le nouvel arrivant. Et cette différence est assez complexe maintenant, puisque maintenant, le profil des nouveaux arrivants est plus diversifié, donc plus racialisé, comme les Africains noirs. Et pourtant, de nombreux gouvernements ont essayé, sans succès retentissant, de vraiment réglementer l'immigration. Une des causes, c'est la non prise en compte de la relation hôte-invité et aussi de l'interaction entre les facteurs d'immigration. C'est ici qu'intervient ma thèse. Je propose donc d'examiner les facteurs de migration des Africains noirs vers le Grand Vancouver et aussi, j'espère, explorer aussi leur expérience d'hospitalité. Et finalement, j'aimerais comparer les expériences des francophones et des anglophones. Pour ce faire, je mènerai une série d'entrevues
d'environ 30 à 40 Africains noirs ici du Grand Vancouver en explorant différents profils allant de l'étudiant étranger aux réfugiés. Et notre étude qualitative a trois vraiment principaux avantages. L'un, ce serait vraiment de comprendre les facteurs qui ont poussé les gens à migrer internationalement et aussi à trouver des solutions pour le gouvernement et pour les intervenants en immigration. Finalement, aussi à améliorer l'établissement et la rétention des immigrants dans le Grand Vancouver, en espérant vraiment défaire des clichés comme l'adage de Benjamin Franklin qui disait que l'invité, comme le poisson, commence à sentir au bout de 3 jours. Donc, chers nouveaux arrivants, apprenons à bien nous connaître pour mieux vivre ensemble pour toujours. Merci. Merci beaucoup, Astou. Donc, félicitations à tous nos candidats et candidates qui se sont prêtés au jeu. J'inviterai maintenant le jury à aller délibérer dans une autre pièce virtuelle. Eh bien, notre jury est de retour dans la salle. Donc, j'inviterai les porte-paroles du jury à venir nous présenter le résultat de leur discussion, de leur délibération. Alors, on m'a chargé en fait de parler d'abord des personnes à la maîtrise. Le jury a pris des décisions unanimes, donc on est bien content. On était très impressionnés par tout le monde, juste pour mettre ça de l'avant, mais comme partout, il va falloir qu'on prenne une décision. Le deuxième prix en fait à la maîtrise irait à Patrick, qui nous a fait une belle présentation sur en kinésiologie en fait, sur la masse musculaire et le développement de la masse musculaire. Donc des félicitations en fait à Patrick et également un grand merci de vous occuper de ce groupe de femmes en fait sous-étudiées. J'en fais partie, donc je suis bien contente que vous m'étudiez. Il y a pas de problème. Pour le premier prix, donc du coup, Easy va à Camille qui nous a parlé en fait des AVC et de la neuro-revitalisation. Félicitations Camille pour votre présentation qu'on trouvait en fait inspirante et qu'on a beaucoup apprécié. On aurait même envie aussi de dire en fait à Patrick de utiliser même plus, malgré la belle photo de votre mère, utiliser peut-être votre diapositive plus pour nous transmettre quelques éléments aussi de ce que vous voulez partager avec le public. Et pour Camille aussi, peut-être passer un peu plus vite sur l'introduction pour qu'on puisse se concentrer, pour qu'on puisse entendre un peu plus aussi vos résultats de recherche qui venaient à la fin, même si vous aviez bien sûr fait preuve aussi d'une organisation, d'une gestion de temps impressionnante. Donc, félicitations à vous deux. Donc, Camille, premier prix et Patrick, deuxième prix. Et merci encore de votre présentation. Et je le passe à mon collègue qui va présenter sur les candidats au doctorat. Oui, merci Bettina. Donc, j'ai la tâche, me revient de vous présenter les prix pour le doctorat. Je vais commencer avec la même préface. En fait, on a été très impressionnés par la qualité de vos deux présentations et nous avons malheureusement dû faire un choix entre les deux. Et donc, le classement auquel nous arrivons est le suivant. Deuxième prix sera remis à Astou Thiam pour votre recherche sur l'immigration africaine et l'expérience d'hospitalité à Vancouver. On a particulièrement apprécié la présentation des changements sociaux qui entraînent l'immigration et la présentation également des enjeux de votre thèse et de votre méthodologie. Si on pouvait vous faire une recommandation, sachant que vous allez présenter votre recherche aussi à la finale nationale, ce serait peut-être d'expliquer davantage le concept d'hospitalité et d'exprimer un peu plus les enjeux de votre recherche directement. Par exemple, peut-être en explorant les questions que vous allez poser à vos participantes et participants dans la phase d'enquête, mais sinon, une recherche importante que vous avez très bien présentée. Donc, félicitations à Astou pour ce deuxième prix.
Et pour le premier prix, ben, le suspense est intenable. Il sera remis à Sarah Offray. Félicitations pour votre recherche sur la volcanologie et le mont Meager. On a trouvé que vous avez fait un travail de vulgarisation incroyable, que vous avez présenté les enjeux de votre recherche de manière frappante, d'une manière évidemment qui engage le public qui vous écoute à considérer l'importance de la recherche que vous faites. Vous avez présenté votre recherche d'une manière très structurée, avec un contact répété avec le public par des petites phrases comme laissez-moi vous expliquer, par exemple, qui assurent que vous avez notre attention. Et donc, de ce point de vue de vulgarisation, chapeau pour votre réussite. Et en ce qui concerne des petites suggestions qu'on peut vous faire pour la finale nationale, il vous restait 10 secondes à la fin. Donc, je sais que 10 secondes, ça peut avoir l'air de n'être rien, mais ça peut vous permettre d'ajouter une phrase, peut-être, ou un élément d'importance que vous voudriez partager avec votre public. Et également, bon, dans la présentation visuelle et dans la structure de votre présentation, il y avait une personnification du cristal avec le nom Olivia et tout, ce qui est très amusant, mais selon le public auquel vous vous adressez aussi, ça peut être un peu un petit peu plus approprié pour un public plus jeune qu'un public adulte, mais en même temps, c'est vraiment une réflexion qui est d'ordre secondaire, parce que sinon, point de vue de la vulgarisation, oui, vous avez fait un travail extraordinaire. Donc, félicitations à nos deux candidates, Astutième de l'Université de la Colombie-Britannique et Sarah Offray de l'Université Simon Fraser. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à notre jury pour votre temps et d'avoir écouté et décortiqué les présentations de nos candidats et candidates. C'est très apprécié. Je remets dans le chat le lien pour le... Oups, pardon, j'ai envoyé le lien ici. Je remets dans le chat, voilà, le lien pour le vote du public. Donc, vous avez jusqu'à demain minuit pour voter pour votre candidat favori. Et j'aimerais féliciter tous nos candidats, nos récipiendaires, et de s'être prêtés au jeu, expliquer un travail de recherche. Ben, premièrement, juste faire de la recherche, c'est déjà beaucoup. Donc, d'avoir pris le temps de vulgariser, de synthétiser et de venir nous partager ça aujourd'hui, je vous félicite et je vous remercie. C'est un beau défi, puis nous, on en bénéficie. C'était très intéressant d'en apprendre plus sur vos recherches. Comme je le disais, demain, je vous avais jusqu'à demain minuit pour voter pour le prix du public. Ensuite, on va faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Lundi, le 1er avril, qui, oui, ce sera poisson d'avril, mais pas pour l'annonce du prix. Donc, c'est ce qui conclut la 4e édition de la finale de l'Ouest du concours Ma thèse en 180 secondes. Le comité organisateur aimerait remercier tous les candidats et candidates ainsi que le public qui s'est connecté à l'événement et évidemment remercier encore les membres de notre jury, donc Bettina Senerelli de l'Université Simon Fraser, Mathieu Pruvot de l'Université de Calgary et Pierre-Luc Landry de l'Université de Victoria. On aimerait aussi remercier les partenaires de l'événement, donc l'ACFAS national qui a vraiment mis sur pied, en fait, la création des finales hors Québec, donc de faire mousser le concours dans la francophonie canadienne. C'est vraiment une belle opportunité pour nous. L'ACFAS Alberta, donc qui est représenté un peu aujourd'hui par Charlotte, le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser, le Centre de la francophonie de UBC, l'Université de Victoria, le Secrétariat aux relations canadiennes du gouvernement du Québec et Patrimoine canadien. Donc, maintenant que vous connaissez bien le concours, que vous y avez participé et assisté, vous pouvez aussi devenir des ambassadeurs pour qu'il continue à avoir des finales de l'Ouest dans les prochaines années. Donc, si vous connaissez des étudiants à la maîtrise, au doctorat ou des professeurs qui supervisent des étudiants qui parlent français, eh bien, la balle est dans votre camp pour devenir des ambassadeurs de ce beau concours parce qu'on veut que ça continue. Donc, merci à tous et on se retrouve à une prochaine édition de la finale de l'Ouest de Ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à tout le monde. Merci. Oui, félicitations à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bye.